Christian, c'est à vous. Bien, mes chers amis, de même que l'exposition Damien Hirst à la Fondation Cartier nous avait donné l'occasion de réfléchir un tout petit peu sur la carrière de Damien Hirst, nous allons utiliser aujourd'hui l'exposition Vivienne Maier du Musée du Luxembourg. Elle s'est ouverte le 15 septembre 2021 et se terminera le 16 janvier 2022 pour parler un peu photographie, à propos de Vivienne Maier, bien sûr, et puis aussi à propos de choses un peu plus générales sur la photographie aux États-Unis, au moins dans ses origines. Le catalogue, bien sûr, est disponible au Musée du Luxembourg et je suppose dans toutes les bonnes librairies. Si vous allez au Musée du Luxembourg et que vous ne vouliez pas investir dans le catalogue, vous trouverez un journal de l'exposition qui prend la forme effectivement d'un quotidien et que personnellement je trouve extrêmement bien fait, mais qui n'a pas l'avantage d'avoir évidemment toutes les reproductions du catalogue. J'aime beaucoup cette phrase de Vivienne Maier que vous voyez ici dans une position sur laquelle nous allons revenir longuement plus tard, qui est celle de l'autoportrait par utilisation de surfaces réfléchissantes, ici un miroir, probablement dans des toilettes. Et elle dit « If you really have something to say », si vous avez vraiment quelque chose à dire, ou si on a vraiment quelque chose à dire, alors il vaut mieux être derrière la caméra que devant elle. Ce qui probablement nous laisse entendre que nous retrouvons ici une phrase que nous utilisons presque à chaque fois, la phrase de Bacon, Why paint it if you can write it? Pourquoi le peindre si vous pouvez l'écrire? Et donc, d'une certaine façon, Vivienne Maier dit à propos de sa photographie ce que Bacon dit à propos de la peinture, c'est ou ce que Georgia O'Keeffe disait à propos aussi de sa peinture, sa manière à elle de parler, c'est de photographier. Alors, la photographie aux États-Unis est quelque chose de très important. Vous avez ici ce qui a probablement constitué le début de la légitimité de la photographie aux États-Unis, c'est-à-dire le témoignage sur les horreurs de la guerre de sécession. Ici, vous avez le cadavre d'un jeune soldat sudiste photographié par Alexander Gardner sur le champ de bataille de Antietam, A-N-T-E-T-A-M, en 1862. C'est une des batailles majeures de la première partie de la guerre de sécession. Et vous voyez qu'ici, effectivement, la photographie est un constat d'horreur absolument sans équivoque possible. Alors, Alexander Gardner, là, avec d'autres, il y a eu, on ne peut malheureusement pas s'attarder sur tout ça, mais disons qu'en gros, il y a un petit groupe de 3 photographes, qui ont photographié la guerre de sécession, et ils suivaient en cela l'exemple d'un Anglais qui s'appelait Roger Fenton, qui au milieu des années 1850-1855 a été le premier photographe correspondant de guerre pendant évidemment la guerre de Crimée. Voilà. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que ces photographes qui ont pris, disons, qui ont mis au point leur métier photographique à l'occasion de la guerre de sécession, sont ensuite partis vers l'Ouest. Et ils sont partis à la recherche de la somptuosité du paysage américain, qui incarnait finalement ce qu'on appelle le rêve américain, qui incarnait cette promesse, d'une certaine façon, que l'Amérique pensait que Dieu lui avait faite d'une seconde chance, d'un second Éden, et que par le travail et par le courage, l'occupation de ces terres magnifiques et la contemplation de leur beauté réparerait les drames de l'Europe où la possession de la terre était concentrée dans les mains de l'aristocratie et du clergé. Et progressivement, en s'en allant vers l'Ouest, les Américains ont découvert des paysages de plus en plus somptueux, qui sont aujourd'hui bien sûr la base des parcs nationaux américains, tels qu'ils ont été créés par Theodore Roosevelt à l'initiative d'un très grand environnementaliste américain qui s'appelle John Muir, M-U-I-R. Et vous avez ici ce qu'on appelle le Mariposa Grove, le bosquet de Mariposa, qui est constitué par la présence d'extraordinaires séquoias. Et il faut bien regarder le bas de la photo.
Et si vous regardez le bas de la photo, vous allez voir la taille des hommes proportionnellement, évidemment, à l'arbre lui-même, ce qui est absolument fabuleux. Et cette photo a été réalisée non pas par l'un des 3 photographes de la guerre de sécession transportés à l'Ouest, mais par quelqu'un qui a quitté New York pour partir à la recherche des merveilles de l'Ouest et qui est un photographe majeur dans l'histoire de la photographie américaine au niveau du paysage et au niveau des paysages donc, de l'Ouest, qui s'appelle Carlton Watkins. Alors, il faut aussi indiquer la présence aux États-Unis dans les années 1880-90 d'un personnage venu d'Angleterre qui s'appelait Edward Muybridge et qui, lui, n'a pas voulu s'arrêter à la photo elle-même, mais a pensé à la photo pour reconstituer ou décomposer plus exactement un mouvement. C'est très curieux de voir qu'en parallèle avec Edward Muybridge, sans vraiment qu'il se soit connu, il y avait en France quelqu'un qui était né à Beaune, qui a résidé à Paris, qui est devenu professeur au Collège de France, qui s'appelait Étienne Jules Marais, dont les dates de naissance et de décès sont exactement les mêmes que celles de Muybridge. C'est un phénomène classique de ce qu'on appelle la synchronie, c'est-à-dire que dans 2 endroits du monde, sans que les gens soient vraiment conscients de ce qui se passe de la même manière ailleurs, une invention qui semble devenue nécessaire surgit donc simultanément dans 2 endroits du monde sans qu'il y ait de contact entre ces 2 endroits. Étienne Jules Marais appellera ça la chronophotographie et Muybridge donc sera passionné par à la fois le fonctionnement d'un appareil et le développement d'un appareil qui lui permettra d'appuyer pratiquement toutes les secondes sur le déclencheur et de pouvoir ensuite reconstituer la totalité d'un mouvement. Alors, nous l'avons dit à propos de l'exposition Stiglitz, la photographie n'aurait jamais été ce qu'elle a été aux États-Unis, à propos de l'exposition Georgia O'Keeffe, pardon, la photographie n'aurait jamais été ce qu'elle a été aux États-Unis sans la présence d'Alfred Stiglitz, qui a été le compagnon de Georgia O'Keeffe pendant une partie de sa vie et qui a fondé, et ça c'est très important, la première revue qui se consacrait à la photographie comme un art, comme un des beaux-arts. Voilà. Et cette revue donc s'appelle Camera Work et vous avez ici un numéro, le numéro 34-35, publié en 1911. Et ça, c'est très important parce que ça donne à la photographie ses lettres de noblesse. La photographie n'est plus simplement quelque chose qui est de l'ordre du constat. Roland Barthes disait que le noème, l'essence de la photographie, c'était le « ça a été ». Et là, au-delà de ce simple constat, le travail sur une image photographique, par la technique, par des tas de choses, la composition était d'une certaine manière légitimée, explorée, développée, analysée dans Camera Work. Et Camera Work et Stiglitz ont déclenché autour de Stiglitz l'émergence d'un groupe de photographes qui ne sera pas possible d'explorer dans sa totalité, qu'on a appelé parfois les précisionnistes. Parmi ces photographes, vous avez quelqu'un qui est venu mourir en France à Chambourcy après la Deuxième Guerre mondiale, qui s'appelle Paul Strand, et qui vous représente ici de façon assez extraordinaire. La photo s'appelle Wall Street. Et on sent bien, d'une certaine manière, cet aspect d'un temple, avec à l'intérieur peut-être une divinité à la fois effrayante et terrible et en même temps hyper puissante. Et devant ce temple à la géométrie un peu écrasante et à la taille aussi écrasante, des gens, petites silhouettes fragiles, sont en train de se déplacer. C'est probablement l'image la plus fascinante que j'ai jamais vue personnellement du pouvoir, d'une mise en scène du pouvoir de Wall Street. Et puis, le grand personnage, probablement des précisionnistes, c'est Charles Sheeler, même si Charles Demuth a aussi été très important, mais Charles Sheeler qui a été à la fois peintre et photographe, reprenant parfois exactement les mêmes sujets dans ses tableaux que dans ses photographies, ou dans ses photographies que dans ses tableaux. Et là, vous avez évidemment, ça a été dit aussi lors de notre rencontre à propos de Georgia O'Keeffe, c'est-à-dire la verticalisation du monde à travers la généralisation du gratte-ciel dans au moins 2 villes américaines, Chicago et New York. Ici, vous avez un building qu'on a longtemps appelé le RCA Center, qui est maintenant le GE, et qui était le building central du Rockefeller Center, conçu et dessiné par Raymond Hood, qui était l'architecte officiel de John D. Rockefeller.
Et vous le savez, c'est assez étonnant de penser que ces bâtiments ont surgi au début des années 30, en pleine crise économique et financière aux États-Unis. Et d'une certaine façon, John D. Rockefeller a voulu, en construisant ces bâtiments, montrer la puissance non encore entamée des États-Unis et leur volonté de rebond et de dépassement de la crise. Alors en même temps, Sheila était capable de s'intéresser à, disons, là aussi, si vous vous souvenez de notre rencontre sur Georgia O'Keeffe, l'Amérique rurale, l'Amérique des fermiers, ces bâtiments de pierre et puis ces bâtiments de bardeaux de bois, qui font toujours penser à cette phrase de Jefferson, les agriculteurs, les fermiers sont le peuple choisi de Dieu. Et puis en même temps, bien sûr, Schiller a vécu avec Henry Ford dans un rapport qui rappelle la Renaissance. Henry Ford était le mécène et Schiller, dans sa peinture et dans sa photographie, était l'artiste chargé d'illustrer la légitimité de son mécène, le mécène étant évidemment le créateur de l'industrie automobile aux États-Unis et dans le monde. Vous avez ici un certain nombre des installations, cheminées, convoyeurs, etc., qui alimentaient l'activité de l'usine de River Rouge, située à Dearborn, pas très loin, effectivement, de Détroit. Et on sait que pour Schiller, ces croisements de conveyors, comme on dit en anglais, lui rappelaient les lignes croisées des arcs-boutants des cathédrales gothiques. Ceci était une représentation d'une nouvelle religion ou d'une cathédrale de la modernité économique et productive. Alors, aux États-Unis, il y a eu des photographes femmes. La première dont je voulais citer le nom, c'était Berenice Abbott, qui a beaucoup travaillé, elle aussi, sur le gratte-ciel. On sent bien que ce soit Stieglitz, que ce soit Schiller, que ce soit Georgia O'Keeffe en peinture, que ce soit ici Berenice Abbott, la verticalité écrasante, cette ville, toute cette ville debout dont parle évidemment Louis-Ferdinand Céline dans Le Voyage au bout de la nuit, cette ville verticalisée qui à la fois fascine par sa dynamique ascensionnelle et en même temps écrase bien sûr celle ou celui qui la contemple. Et là aussi, Bernice Abbott est allée travailler dans le chantier dont j'ai parlé tout à l'heure, le chantier du Rockefeller Center à New York, et on voit apparaître ici le granit sur lequel est construit New York et qui a permis, bien sûr, puisque les charpentes métalliques de l'architecture du gratte-ciel n'ont pas besoin de fondations très profondes, mais ont besoin d'un sol extrêmement solide sur lequel se planter afin de faire tenir la verticalité. Vous voyez ici le travail du granit que montre effectivement remarquablement Berenice Abbott. Et puis, vous le savez, on a souvent appelé ces rues bordées de gratte-ciel de deux côtés, en particulier au sud de Manhattan, on a souvent appelé ça des canyons, et des canyons évidemment artificiels, mais vous avez vraiment le sentiment ici de errer dans des canyons, effectivement, et des canyons urbains, des canyons architecturaux, qui à la fois se souviennent des canyons naturels et en même temps aspirent presque à les dépasser. On est dans ce qu'on appelle aux États-Unis le technological sublime, le sublime technologique, c'est-à-dire que le sublime ne vient plus de la hauteur des montagnes ou de la profondeur des gouffres, mais il vient tout simplement de la hauteur des gratte-ciel. Et évidemment, alors que tout à l'heure nous étions écrasés mais entraînés vers le haut, ici nous regardons d'en haut vers le bas, ce qui est une autre forme de vertige finalement, vertige de chute et d'absorption dans la chute, avec néanmoins un aspect essentiel de l'originalité de la ville new-yorkaise et de la ville chicagoane, qui est bien sûr le gratte-ciel la nuit, avec cette prolifération de lumière, bien sûr. Alors, vous avez là un autre personnage qui s'appelle Margaret Bourke-White, photographiée par un de ses amis photographes, pendant qu'elle est en train, sur l'une des gargouilles du Chrysler Building, qui a été terminée en 1929 par un architecte qui s'appelait William Van Allen. Alors ici, on est beaucoup plus tard, on est en 1934. Et d'ailleurs, vous revoyez à nouveau
derrière, exactement derrière Margaret Bourke-White, vous revoyez le RCA Center, le centre du Rockefeller Center de Raymond Hood, dont nous avons parlé tout à l'heure, commencé en 30 et là en 34 pratiquement terminé. Et ce que vous avez là, cette gargouille, bien sûr, c'est le robinet du réservoir d'essence de l'une des Chrysler des années 20, puisque le bâtiment, le Chrysler Building, a été conçu au départ comme le siège social de l'entreprise Chrysler. Alors, Margaret Bourke-White, c'est quelqu'un qui a été fasciné, effectivement, elle aussi, par le gratte-ciel. Ici, vous avez le fameux sommet du Chrysler Building, qui est lui aussi un bouchon d'essence d'un modèle de Chrysler. Et vous avez à nouveau ce phénomène à la fois d'écrasement et en même temps de dynamique ascensionnelle que suggère effectivement la verticalité des gratte-ciels quand on se tient à leurs pieds. Margaret Bourke-White est intéressante parce que c'est une des rares photographes femmes à avoir été passionnée. On a parlé tout à l'heure de Charles Sheila et de l'usine de River Rouge chez Ford. Elle, Margaret Bourke-White, a plutôt été fascinée par les hauts fourneaux à Pittsburgh et autour de Pittsburgh. Et c'est assez étonnant de voir une femme consacrer des photographies assez fascinantes à l'essence du travail industriel, c'est-à-dire la transformation du solide en liquide afin de pouvoir le façonner dans des formes utiles pour la vie quotidienne des Américains. Et puis, c'est quelqu'un qui a quand même été touché par la crise. Ici, il ne s'agit pas tant de la crise de 29 que d'une grande inondation qui a eu lieu en 1932 dans le Kentucky. Le Kentucky, nous venons de l'apprendre à travers la série des tornades, n'est pas un État effectivement très favorisé au point de vue climatique parce qu'il est au centre, loin de la mer, et que pratiquement tous les phénomènes météorologiques peuvent le traverser à un moment ou à un autre. Alors l'ironie ne vous a pas échappé, bien sûr, ce groupe de gens qui font la queue pour obtenir des vivres après l'accident climatique font la queue devant une affiche qui dit le plus haut niveau de vie du monde, il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas de chemin qui soit comme le chemin américain, la manière américaine de faire les choses, il n'y en a pas d'autre comme ça, ou il n'y en a pas d'autre qui vaille, effectivement. Et en même temps, Margaret Bourke-White est allée en Inde et elle a fait une des photos les plus connues de Gandhi, Gandhi étant en train de travailler avec son rouet pour dénoncer la manière dont l'Angleterre prenait les matières premières textiles en Inde, les transformait généralement autour de Manchester, et puis ensuite renvoyait sous la forme de produits manufacturés en Inde la production industrielle anglaise qu'il fallait payer bien sûr beaucoup plus cher que si elle avait été transformée sur place. Et donc Gandhi voulait affirmer cette nécessité d'une transformation sur place. Dorothea Lange, que vous voyez ici, c'est la grande photographe de la question sociale et en particulier du Dust Bowl et de l'émigration des fermiers vers, vous savez que John Steinbeck a décrit dans The Grapes of Wrath, dans les raisins de la colère, et que ça soit d'un côté la crise sociale de la fin des années 20 avec la dépression, ou que ça soit la crise de l'agriculture donc dans les années 30, cette photo-là est extrêmement connue et à juste titre d'ailleurs, elle est profondément bouleversante, avec, vous vous souvenez des raisins de la colère, ces voitures un peu improbables dans lesquelles des familles entières partaient pour essayer de s'installer et de trouver de quoi vivre et de quoi manger en Californie. Et puis là aussi, évidemment, de la part de Dorothea Lange, une évidente ironie, puisque pendant que ces deux hobos, comme on les appelle aux États-Unis, ces deux vagabonds en recherche d'un lieu où reprendre foi et espoir dans le rêve américain, ces deux hobos sont en train de longer effectivement une route, peut-être une voie ferrée sur la gauche, et l'affiche vous dit « Next time », la prochaine fois, essayez le train et détendez-vous. Voilà. Et le dernier photographe femme auquel je voudrais faire allusion avant que nous en arrivions à Vivienne Maier est plus une contemporaine directe de Diane Arbus que les trois premières, Abbott, Bourke-White et Lange, qui sont des sortes de
de grande annonciatrice, d'une certaine manière, pour Vivian Maier, de l'importance de la photographie. Diane Arbus, qui va se spécialiser dans une photographie de la déviance, du malaise, mal-être américain. Vous avez cette photographie d'enfant à Central Park tenant une grenade à la main et une pierre dans l'autre qui est assez perturbante. Vous avez ce manifestant favorable à la guerre du Vietnam, ici se préparant pour aller dans une manifestation à New York. Et puis une fascination pour ce qu'on appelle les freaks, les phénomènes un peu étonnants, sans rapport avec une normalité convenue, comme ce géant, fils de ses parents juifs à New York, ici, que Diane Arbus a photographié, ou alors ces sorties d'asile psychiatrique et les gens encore en tenue de l'intérieur de l'hôpital ou du lieu d'hébergement et qui vont effectivement faire une promenade ensemble et que Diane Arbus photographiait. Voilà, sont des gens… Maier, je crois, n'ira jamais jusqu'à ce côté freak, c'est-à-dire ce côté au-delà de la normalité. Cependant, on va le voir tout de suite, elle sera assez fascinée et bouleversée par, évidemment, la marge et la non-conformité. Voilà. Alors, elle est née le 1er février 1926, elle meurt le 21 avril 2009, elle est franco-américaine, puisque sa mère est française, installée aux États-Unis, repartira en France auprès de la grand-mère de Viviane, puis reviendra aux États-Unis après l'échec du séjour français. Il n'est pas possible de me lancer là-dedans maintenant, ce serait beaucoup trop long et ça détournerait notre attention probablement de… Voilà. Alors, dans l'exposition que je trouve assez remarquablement faite, si vous n'y êtes pas allé, n'hésitez pas à y aller, réservez à l'avance parce qu'il y a du monde. N'oubliez pas votre passe sanitaire parce qu'ils sont très, très pointus là-dessus. Et l'exposition est accompagnée d'un certain nombre de citations. On en reverra l'une ou l'autre. En particulier, une que l'on reverra plus tard, de cette très grande femme poète du 19e siècle américain. Quand on parle de poésie au 19e siècle, dans le 19e siècle américain, on pense immédiatement à Walt Whitman, le premier grand poète américain masculin. Mais il y a eu, dans la deuxième moitié du 19e siècle, une femme absolument étonnante. Alors, elle venant du Massachusetts, c'est toute la Nouvelle-Angleterre incarnée d'une certaine manière, et qui a écrit des petits poèmes brefs absolument étonnants, qu'il a fallu longtemps pour qu'on redécouvre. Et un de ces poèmes commence par ce vers assez étonnant: This is my letter to the world that never wrote to me. Ceci est ma lettre au monde qui, lui, ne m'a jamais écrit. Et j'aurais tendance à penser que peut-être Vivian Maier, sa photographie, c'est une sorte de lettre au monde, de lettre aux êtres humains qui peut-être ne lui ont effectivement jamais écrit. La voilà, à nouveau dans un rapport sur lequel je terminerai, dans un rapport à l'identité qui est pour elle essentielle, c'est-à-dire que je pense, l'ensemble de la carrière est passionnant. La partie la plus bouleversante pour moi reste les autoportraits, dont il y a une sélection tout à fait remarquable à l'exposition, mais il vaudra pour vous la peine d'aller éventuellement sur le site de la Fondation Vivian Maier sur Internet et vous aurez un chapitre entier consacré aux autoportraits dont je me suis beaucoup servi et qui est remarquable. Alors, donc vous savez qu'elle a été à la fois photographe, gouvernante et présence errante dans les rues de New York et dans les rues de Chicago. À la fin de sa vie, sa liberté, sa fierté ont fait qu'elle est devenue pauvre et qu'elle a été sauvée par 3 des enfants dont elle avait été la nounou, hein, plus tôt dans sa vie. Apparemment, elle s'était très bien occupée d'eux, jouant le rôle un peu d'une seconde mère, et donc ils ont créé une sorte de cagnotte, hein, pour lui offrir un appartement et s'occuper d'elle avec beaucoup de soins et d'attention. Sans qu'elle le sache,
une des grandes malles dans lesquelles Vivienne, en difficulté financière et expulsée de plusieurs logements, avait mis ce qu'elle considérait comme les choses les plus précieuses. Une de ces malles a été vendue aux enchères pour payer des dettes qu'elle n'arrivait pas à solder. Et c'est dans ces lockers, dans ces grosses malles, qu'étaient l'énorme quantité des négatifs qu'elle avait secrètement entassés tout au long de sa vie. Et c'est en 2007, donc, que son œuvre, qui avait complètement échappé au regard de la critique et du public, c'est en 2007 que son œuvre a été découverte lorsque, effectivement, cette malle a été vendue aux enchères, achetée par un homme qui s'appelle John Maloof, qui l'a ouverte, qui a pris conscience de ce qu'il y avait là et qui a consacré le reste de son existence à faire exister, lui, Vivienne Maier, comme photographe. Et en fait, toute notre connaissance de Vivienne Maier vient de cette malle pleine de négatifs, vendue aux enchères pour payer des dettes et rachetée par quelqu'un qui a compris en l'ouvrant que c'était assez étonnant pour ne pas dire fabuleux et qui a consacré ensuite sa vie donc à d'une certaine manière redonner à Vivienne Maier une existence et une présence par la photographie. Alors, elle a été tentée par la couleur. Il y a d'ailleurs quelques éléments de photographie en couleur à l'exposition. Ce n'est pas personnellement, même si j'aime beaucoup celle que j'ai récupérée ici sur le site de la Fondation Vivienne Maier, peut-être pas, enfin pour moi, à mon avis, c'est quand même quelqu'un du noir et blanc. Hein, même si, encore une fois, la couleur ne manque pas de qualité, à la fois au point de vue technique, et puis en même temps, les thématiques sont quand même très proches de ce qu'elle faisait dans le noir et blanc. Alors là, vous avez une des thématiques essentielles qui est la thématique de l'objectif et du miroir. On va en reparler. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'a cessé de se poser la question sans mots, uniquement par des œuvres, de se poser la question « Why paint it if you can write it ?» Elle, encore une fois, elle a photographié la question de la photographie. C'est-à-dire qu'elle n'a cessé de poser dans ses photographies la question de qu'est-ce que c'est que photographier et pourquoi cela vaut-il la peine de photographier. Alors, le thème de l'enfance apparaît régulièrement. J'aime beaucoup celle-ci parce que c'est une sorte de photographie réelle. Vous avez le cadrage, bien sûr, probablement dans l'embrasure d'une porte. Alors, vous avez les détails, évidemment, très drôles du nez un peu écrasé, du front un peu écrasé par le contact avec la vitre. Le léger décalage qui fait que c'est un mauvais portrait parce qu'au lieu d'occuper le centre, le personnage est décalé vers la gauche. Voilà, toutes ces choses-là que personnellement j'aime beaucoup. Chagrin d'enfant, bien sûr, hein, regardez avec visiblement beaucoup d'émotion. Les deux âges de la vie, finalement, un âge qui est un peu de l'enfance, en tout cas, un âge qui est un peu en avant et qui commence à regarder le monde. Et puis, dans la diagonale, par contraste, quelqu'un qui est encore sur le repli. Hein. Si on repense à la formule de Baudelaire sur la vaporisation et la condensation du moi, vous avez à droite quelqu'un qui est en train de se laisser entraîner vers la séduction du monde, et puis à gauche, quelqu'un qui est encore dans la peur et dans la réticence et dans la résistance vis-à-vis de cette séduction du monde. Et là, vous avez des enfants qui jouent, bien sûr. La photographie a été prise au Canada. Et moi, alors, j'aime vraiment, vraiment beaucoup les deux photos que je vais vous montrer maintenant. Bon, vous le savez, moi, je suis passionné par la théorie de T.S. Eliot sur le corrélat objectif, cette idée qu'on ne peut pas exprimer une émotion à la 10 ans, mais on peut suggérer une émotion de manière beaucoup plus bouleversante en trouvant, par exemple, des objets qui vont, d'une certaine façon, suggérer cette émotion sans véritablement que la personne émue ait à la nommer. Et vous voyez, ça, pour moi, cette poupée abandonnée au milieu de ces détritus de papier dans une poubelle, c'est peut-être aussi le problème de toutes les enfances perdues,
c'est-à-dire cette idée qu'à un moment, il faut grandir et que ce qui, dans l'enfance, a participé à la création d'un monde un peu magique, dont l'enfant était le centre, tout ça, d'une certaine façon, va finir dans la poubelle du temps et être abandonné en faveur d'un âge adulte qui ne tiendra pas forcément effectivement les promesses de l'enfance. Et vous voyez, c'est à… Alors, on peut aussi interpréter ça peut-être comme le statut, effectivement, de l'enfant menacé par Dieu sait quoi. Mais voilà, enfin, j'aime beaucoup ça. Et je trouve que il y a là la qualité d'un regard qui saisit vraiment quelque chose d'absolument secondaire, sans aucune importance, et auquel le simple fait de regarder cette chose-là permet ensuite à la méditation de se déployer et à l'ensemble de devenir assez bouleversant. Alors, il y a un aspect de la carrière de Bayer que j'aime beaucoup, c'est le moment où visiblement elle, elle nous dit que quand nous regardons, nous ne reconnaissons pas tout de suite, hein, et que pendant un instant, peut-être avant que la reconnaissance ne s'opère, il y a quelque chose d'un peu mystérieux, d'un peu magique, hein, ce qui fait que ce sont les formes, presque, il y a presque une abstraction, alors que nous savons bien que c'est dans la réalité et que ça va faire l'objet d'une représentation, ça peut faire l'objet d'une représentation figurative, mais en même temps, il y a un instant avant que nous reconnaissions où il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'étrangeté, de l'inreconnaissable, et le regard est interloqué, le regard se fige dans une difficulté à reconnaître, dans une difficulté à relier. Et ça, j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle fait ça. Celui-ci est peut-être un peu moins spectaculaire, mais j'aime bien quand même cette idée de représenter de manière un peu métonymique la présence des êtres humains. J'adore la façon dont les rouleaux à peine de la mise en pli, à peine enlevés, la coiffure est assez spectaculaire. Les deux, voilà, je ne sais pas trop ce que ça représente, je ne sais pas qui est là vu de dos et qui a cette abondance de fils, mais j'aime beaucoup ça. Je trouve qu'il y a chez elle une qualité de regard qui s'intéresse à des choses. C'est peut-être aussi l'humilité de sa position dans le monde. C'est une femme qui n'a jamais été très riche, qui n'a eu elle n'a jamais été reconnue, son nom n'a jamais été prononcé, elle n'a pas fait l'objet d'articles dans, par exemple, Camera Work. Et donc, c'est quelqu'un qui a poursuivi au jour le jour un regard sur le monde par la médiation de la photographie et qui, probablement, à cause de ça, est d'une sincérité absolue. Et quand elle voit des petits fils là, qui dépassent en ombre et qu'elle se dit, elle doit se dire, c'est curieux, le regard est transformé par ça, eh bien, elle constate ça et elle donne une durée à ça qui est voilà, très émouvante. Les chaussures qui dépassent, on ne sait pas trop d'où, hein, et qui sont visiblement portées par quelqu'un, mais la personne a disparu. Pourquoi la personne a disparu? Probablement parce que la personne est cachée derrière un rideau qui lui-même est posé derrière une fenêtre, et dans la fenêtre se reflètent les voitures. Mais ce côté un peu surréaliste chez cette femme qui très probablement n'avait pas de grandes connaissances d'histoire de l'art, de critique artistique ou quoi que ce soit, je trouve qu'il y a une acuité du regard, la manière de regarder qui tombe juste, hein, et qui propose à l'œil du spectateur de retrouver le chemin de cette déstabilisation et de cette difficulté à identifier que moi, personnellement, j'aime beaucoup, parce qu'encore une fois, je l'ai dit de nombreuses fois, cette difficulté à identifier requiert à l'attention. Comme je ne reconnais pas, je suis obligé de regarder et je suis obligé d'être attentif. Et cette attention est fondamentale. Ceci, par exemple, ces fils, dont je ne sais pas trop ce qu'ils sont, hein, peu importe, mais d'une certaine façon, ces phénomènes de surface dans la photographie sont très importants pour elle. Alors, d'autres choses qui sont aussi, voilà, il y avait tout à l'heure les deux poupées, enfin la poupée et le poupon abandonnés dans la poubelle. Là, vous avez ce fauteuil quasiment brûlé ou en état de décomposition avancée que je trouve magnifique.
ces entassements de caisses qui finissent par l'entassement et par la variété des côtés ouverts ou fermés, ce grand tas désordonné d'emballage en bois. Je trouve ça aussi, voilà, et d'une certaine façon, je pense qu'elle vous dit, encore une fois, qu'est-ce que c'est, je ne sais pas. Si je peux dire ce que c'est, mais pourquoi ça me frappe, qu'est-ce que ça veut dire, je ne sais pas. Et en même temps, je suis requis au témoignage que cette forme m'a fasciné. Hein, voilà. Là, ce sont les ressorts d'un matelas. Ça, on le découvre au bout de 2 ou 3 secondes. Mais si vous ne regardez pas trop vite vers le haut et si vous vous laissez absorber par plutôt les 2 tiers vers le bas de l'image, vous avez à nouveau cette déstabilisation du regard. Et ça, que je trouve assez remarquable, qui là aussi me séduit beaucoup. Alors, on sent bien qu'il y a une présence voilà, derrière, probablement féminine, peut-être en train de fumer une cigarette, mais le store donne toute son importance pour moi à cette… et c'est vrai que probablement, puisqu'il y a le store et que on veut quand même savoir ce qu'il y a derrière, on va être aussi peut-être plus vigilant sur la lecture. Mais en même temps, dans un premier temps, ce qui est merveilleux, c'est justement l'œil obligé de composer avec quelque chose qu'il ne reconnaît pas. Là aussi, très probablement des escaliers d'évacuation derrière un très grand gratte-ciel, probablement à New York. Voilà. Comme vous le savez, ceux d'entre vous qui sont allés à l'exposition, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pratiquement jamais de titre, pour ne pas dire presque aucun titre. Et il y a de temps en temps une vague notation de date, mais rare, souvent réduite à l'année, avec une indication de New York, Chicago, Canada, voilà. Alors, les villes la fascinent. Elle est allée en Asie. Je n'ai pas voulu utiliser trop d'images de l'Asie, mais cette image d'un Hong Kong américanisé m'a plutôt séduit et donc je l'ai utilisé ici. Vous retrouvez ici finalement des intuitions qui sont très proches de Bérénice Abbott que nous avons vu tout à l'heure, avec un visage de la ville. Je dirais, ce genre d'image aujourd'hui nous renverrait presque à des endroits comme Détroit. Et puis, évidemment, le L, le métro aérien à New York qui est là. Et puis, ça, j'aime beaucoup, parce que la ville, vous attendez du monde, et là, d'une certaine façon, vous allez avoir le vide quasiment absolu, et l'intelligence qui consiste à utiliser le reflet des enseignes au néon et dans les flaques d'eau pour créer une image dans l'image, et peut-être à partir de ça, se reposer la question de… Parce qu'au fond, qu'est-ce que font les flaques d'eau? Elles photographient, certes à l'envers, mais enfin, elles photographient en gros ce qu'il y a au-dessus d'elles. Et peut-être que ces photographies qui ne peuvent être lues qu'à l'envers ne sont pas indemnes d'une méditation sur qu'est-ce que c'est que photographier et qu'est-ce que c'est que reproduire le réel sans apparemment intervenir dans cette reproduction, comme la peinture le faisait, puisque certes, chez Vermeer, vous ne verrez jamais la trace d'un pinceau, mais il y a quand même beaucoup de peintres qui sont dans ce qu'on appelle l'énonciation, c'est-à-dire qui aiment bien que l'on voit à travers la manière dont la trace apparaît à la surface du tableau, le genre de travail qu'ils font pour peindre. Des scènes un peu inattendues, le jeune noir à cheval sous, encore une fois, le métro aérien, cette personne dans la rue, mondaine, élégante, et en même temps regardant ailleurs. Je l'ai rapproché peut-être un peu stupidement de ce chien, mais quand j'ai vu les 2 photos, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'une mondanité un peu décalée, un peu éthérée, au milieu d'une réalité du monde avec laquelle elle contrastait, non pas de manière dissonante, mais voilà, un peu décalée. J'adore le décalage entre cette femme et le reste. Ça doit être devant la New York Public Library.
hein, je pense, ça ne peut être que ça. Et puis, au contraire, ce chien qui partage avec elle une sorte d'élégance, d'artificialité, et qui semble poser là de manière un peu étrange et inattendue. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup cette image de l'unique pigeon, avec la rigueur géométrique de la composition, hein, la grande ligne avec le léger décalage central vertical, et puis la grande ligne avec le léger décalage là aussi horizontal, ce croisement très fort, et puis ce seul et unique pigeon, comme si à la jonction des deux lignes, le pigeon se retrouvait seul. Et là, à mon avis aussi, je pense, peut-être c'est un peu risqué de dire ça, mais en tout cas, moi, j'y ai entendu comme une sorte d'autoportrait de Vivian Maier que j'ai trouvé personnellement assez bouleversant. L'envol, bien sûr, de la mouette, probablement sur l'Hudson à New York, avec le vol créant une sorte de dynamique et de mouvement qui permet d'échapper à la solidité immobile du quadrillage, à la fois de la rambarde qui évite de tomber dans le fleuve, et puis du banc, ce quadrillage presque mondrianesque un peu, hein, et puis au-dessus de ça, l'envol très libre de l'oiseau. Visiblement un regard quand même sur la fragilité humaine et sur la tendresse. Je pense que les deux personnages sont des personnages fragiles, qui appartiennent peut-être aux humiliés, aux offensés de la vie, et en même temps, Mayer souligne cette sorte de solidarité, même s'ils sont tous les deux endormis, cet être ensemble qui permet de résister. Joli, si la photographie n'a jamais perdu quelque chose de l'instantané, là, je dois dire que je trouve la qualité du regard. Elle devait avoir son appareil photo à la main, et puis il y a dû y avoir un petit coup de vent qui a dû durer un tout petit peu, ce qui fait qu'après avoir vu, elle a eu le temps de porter l'appareil photo à l'œil, ou de regarder l'appareil photo et de prendre la photo, hein, avec des angles plongeants qui renforcent le sentiment d'isolement dans ce monde un peu vide et géométrisé de façon très, très déshumanisée finalement. Au contraire, l'enfant en train utilisant ce cadre de bois pour aller fouiller dans ce grand carton. Et puis cette scène assez étonnante, il faut bien le dire, hein, qui est quand même une scène qui nous renvoie toujours aux grandes questions américaines sur la race, hein, puisqu'à l'arrière, vous avez peut-être le père, hein, avec un cireur blanc, mais au premier plan, vous avez le jeune homme, chaussettes écossaises, souliers, voilà, revers au pantalon, enfin tout ce qu'il faut, et le jeune cireur noir qui a quoi? Qui a à peu près le même âge que lui, ou peut-être un tout petit peu plus jeune que lui, et qui n'a pas d'autre possibilité d'exister probablement dans la ville de New York à l'époque qu'en faisant ce métier, cette activité, effectivement, de cirer des chaussures. Je trouve qu'elle a toujours, enfin, tout n'est pas parfait, hein, mais quand on regarde l'œuvre de Vivian Maier tranquillement, moi, je suis quand même très frappé par la qualité du regard, la saisie de choses assez étonnantes. Alors, c'est vrai que, irrésistiblement, ça me rappelle cette couverture du magazine pour lequel travaillait Norman Rockwell, le numéro du 7 décembre 1946, et où vous avez effectivement le steward des wagons-lits qui est en train de s'occuper d'un client gamin blanc au caprice duquel il sera peut-être obligé de se soumettre, hein. Il y a un regard incontestable sur, voilà, sur le problème de la communauté noire aux États-Unis, ce terrain vague, ce lieu de l'abandon, du détritus, du déchet, et où on voit bien là aussi que métonymiquement, ces gens qui vivent au milieu des déchets sont probablement eux-mêmes des déchets de la société. Et puis, il y a le monde des médias,
la photographie a été souvent utilisée pour présenter l'exposition de Viviane Maier, pour atterrir les gens. C'est un gros titre de journal qui rappelle que effectivement le kidnappeur a appelé le père pour lui dire que le bébé était vivant, voilà, qui nous rappelle, alors est-ce que c'est véritablement l'affaire Lindbergh? Je ne crois pas, mais évidemment l'affaire Lindbergh a quand même été assez fondamentale dans l'histoire des États-Unis. Et regardez, j'aime beaucoup ça. Cette idée de l'importance de la presse et en même temps, bon, le so much water under the bridge, hein, c'est l'eau qui passe sous les ponts, c'est les nouvelles, mais les nouvelles d'aujourd'hui seront plus des nouvelles demain, et à la fois on ne peut pas ne pas être fasciné par les nouvelles, par l'actualité, et en même temps on est bien obligé de constater que les nouvelles, l'actualité, c'est l'essence même de la vanité, hein, avec les gens qui peut-être au lieu d'échanger ou de se parler, se plongent dans leur journal le soir en rentrant dans ce qu'on appelle l'expérience du commuting, c'est-à-dire le fait qu'on part de la banlieue le matin pour aller au bureau et on rentre dans la banlieue le soir par les transports en commun, souvent les trains de banlieue, le métro, etc. Et du coup, vous avez ce destin de Time Magazine, hein, avec Richard Nixon dans une médaille en couverture et qui finit effectivement dans le caniveau du temps finalement. Voilà. Hein. J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup. Ce qui est essentiel chez elle, c'est le reflet, à la fois l'image et son double. Hein. Le regard dresse le corps et tout regard repose dans le regard de l'autre, dit Pascal Quignard, et la phrase apparaît sur l'un des murs de l'exposition au Luxembourg. Des exemples que je trouve assez bouleversants de ce que Riesman, le grand sociologue américain du début des années 50, appelait la foule solitaire, hein, the lonely crowd. Cette idée que quand vous êtes tout seul, après tout, bon, voilà, vous êtes seul, bien, d'accord. Mais quand vous êtes seul dans une foule, c'est pire parce que, au fond, la foule devrait pouvoir normalement vous fournir des points d'ancrage dans le relationnel, et puis finalement, vous êtes seul. Alors, quelquefois, c'est parce que vous êtes un personnage un peu à la marge. Un peu, voilà. J'aime beaucoup aussi le reflet derrière. Hein. C'est quelqu'un qui est obsédé par le redoublement de l'image. Comme la photographie est un redoublement de la réalité, dans la photographie de Maier, très souvent, vous avez un redoublement de l'image qui pose la question de savoir est-ce que la photographie n'est qu'un redoublement de la réalité ou quelque chose d'autre. Figure de solitude, parfois effondrés, écroulés, comme des pantins, comme un pantin désarticulé, alors qu'ici, vous aviez dignité et fragilité, mais là, vous avez le pantin désarticulé, c'est assez bouleversant, il faut bien le dire. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup cette silhouette au milieu de quelque chose qui pourrait ressembler presque à un immense cercueil. Enfin, c'est très étonnant. La fragilité des êtres et fragilité qui est renforcée par le sentiment et l'organisation de l'isolement. Ça, c'est magnifique. Alors, le personnage, certes, dort, ce n'est pas un naufragé, mais c'est peut-être un naufragé de la vie qui n'a pas eu besoin de la mer pour se noyer. Et je trouve ça superbe. Enfin, moi, je trouve que c'est quelqu'un, heureusement, que Melouf l'a redécouvert et qu'il a passé son temps à lui redonner la dignité qui était la sienne. Là aussi, j'aime beaucoup ces espèces de juxtapositions. Ces gens qui sont dans la même attente et qui pourtant ne partagent rien de cette attente. Au niveau de la parole, au niveau du regard. Voilà, avec le jeu d'ombre qui est très intelligent. Et donc, cette photo d'un clown triste, un personnage jouant le rôle d'un clown triste, qui est peut-être, au fond, une sorte d'art poétique de la création de Maier. Ce que la photographie reproduit à l'infini n'a lieu qu'une fois, dit Roland Barthes, et cette solitude qui va être démultipliée par la reproduction de la photographie, elle restera toujours une solitude, une individualité à distance. Hein, voilà. Alors, je l'ai dit, hein, pour moi, le plus important, ce sont les autoportraits. Vous voyez qu'ici, on suggère évidemment qu'elle est pour elle-même un mystère, avec la puissance de l'ombre. Hein, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à se prendre en photo dans l'ombre, comme si, alors que la photo est censée révéler le visage, ici, la photo confirmait
l'obscurité du visage ou la difficulté à aborder le visage ou à le rencontrer. À l'exposition est cité sur l'un des murs ce merveilleux vers de Emily Dickinson dont j'ai parlé tout à l'heure. Je suis dehors avec des lanternes à la recherche de moi-même. Et vous voyez ici, elle a profité du reflet dans une surface probablement de verre flou pour faire apparaître l'enfant de manière assez présente. Et puis elle-même, tout à l'heure, c'était le visage qui était plongé dans l'ombre. Ici, c'est une partie du visage et du corps qui disparaissent dans le flou. Ici, elle n'apparaît que captée dans un miroir. C'est pour ça que je vous l'avais dit que les phénomènes de mise en miroir sont tellement importants dans l'œuvre de Mayer parce que dans l'autoportrait, la mise en miroir est fondamentale. La photographie n'étant peut-être qu'un miroir de la réalité, mais est-ce que ça n'est que ça? Et donc, le recours constant à la mise en miroir dans son œuvre n'arrête pas de poser la question de savoir si la photographie n'est qu'une mise en miroir du réel. Et où, tout en étant obligé à un réalisme évident, le photographe va trouver le moyen de dire quelque chose en n'étant pas simplement une reproduction exacte du réel. Regardez par exemple ici, elle va utiliser très probablement dans est-ce que c'est dans un magasin de presse ou Dieu sait quoi, avec une librairie, elle va utiliser peut-être un miroir de surveillance posé dans un coin pour se représenter, elle, en train de photographier, alors que quelqu'un est en train de tourner le dos au miroir et de lire un livre. Vous retrouvez cette obsession du miroir constante, avec ici, évidemment, l'idée que le miroir a été posé par terre, probablement, ou en tout cas, la position du miroir permet de renverser le gratte-ciel, c'est-à-dire que, enfin, le bâtiment, en tout cas. Voilà. Ça, j'aime beaucoup. Ça, j'aime beaucoup. C'est-à-dire que, voilà, c'est toujours la même question qu'elle pose. La photographie n'est-elle qu'un miroir du réel? Et regardez la façon dont elle pose la question en utilisant le miroir sur la droite et la façon dont elle fend le miroir par la jonction entre les deux éléments du miroir de droite, me semble-t-il, est extrêmement sensible. Et regardez ici, elle choisit un miroir dans une chambre. Est-ce que c'est la sienne? Est-ce que c'est une chambre d'hôtel ou tu sais quoi? Et vous voyez qu'elle apparaît. On peut passer devant la photo sans presque remarquer qu'elle est, elle, en train de prendre la photo dans le miroir. Et alors, en plus, elle s'est probablement par hasard ou volontairement posée devant un cadre qui double le cadre du miroir. Ça paraît être du hasard, je pense que voilà. Et regardez, là aussi, c'est comme, vous savez, ces échos musicaux qu'on entend quand on hurle dans un grand tuyau, par exemple, bon, et puis que progressivement, la voix disparaît. Et moi, je trouve qu'il y a un équivalent de ça dans cette photo qui est très émouvante. Elle est en train de se refléter dans un miroir, mais la reproduction par l'infini, mais presque du miroir, fait qu'elle devient de plus en plus petite jusqu'à disparaître. Regardez ça, elle est devant une vitrine d'antiquaire, probablement, il y a un plat en argent. Tout d'un coup, elle s'aperçoit qu'elle peut se refléter dans le plat en argent, elle prend la photo, et par là-dessus, vous avez ce grillage qui pose la question, effectivement, de l'enfermement, de l'emprisonnement. Elle n'arrête pas d'être à la recherche d'elle-même pour à la fois probablement s'affirmer et en s'affirmant, constater la fragilité. Parce que si vous avez besoin de vous affirmer ainsi dans toutes les surfaces réfléchissantes, c'est probablement parce que vous êtes hanté de votre propre fragilité et de votre absence. Regardez, là, ici, elle est à gauche, mais là aussi, vous pouvez passer je ne sais combien de fois devant la photo si vous n'êtes pas attentif, encore une fois. Cette attention dont j'ai souvent cité la phrase de Malebranche, l'attention est la prière naturelle de l'âme, elle est bien sûr ici à gauche, dans un bout du miroir, posé sur des grillages. Mais si vous n'êtes pas extrêmement vigilant, vous ne la voyez pas. Et ici non plus, dans cette espèce de
Là aussi, toujours le problème des grillages, toujours les problèmes de l'enfermement, toujours les problèmes de la difficulté à accéder à soi-même, de la dissimulation, et puis un tout petit peu quand même le déménagement du monde, hein, le rebut du monde qui est là, des meubles abandonnés, probablement une vieille baignoire, peut-être même une cuvette de toilette sur lequel on a… Voilà. Et puis, il se trouve qu'il y a un miroir qui traîne, elle voit le miroir qui traîne et elle ne peut pas s'empêcher de prendre sa photo. Et ça, j'adore. Le, est-ce que c'est un déménageur? Est-ce que c'est un installateur, hein, qui tient ce miroir oblique et d'un seul coup, elle se voit dans le miroir et elle prend la photo, bien sûr, hein. Regardez à nouveau ici la façon dont elle est coupée en deux, hein, une zone de lumière et une zone d'ombre. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je ne sais pas, mais elle vous dit bien qu'il y a une dualité et que la photographie lui permet de prendre conscience de cette dualité, hein. Ici, évidemment, c'est elle qui prend la photo de gens se reflétant dans, hein, voilà. Et alors après, il y a ces œuvres ultimes que moi je trouve absolument bouleversantes, où elle prend la photo de son ombre. Et c'est vrai que quand vous pensez comment son œuvre a été sauvée de manière complètement inattendue et hasardeuse, uniquement parce qu'il a acheté cette malle avec les négatifs, et bon, elle était en train de n'être plus qu'une ombre, et l'ombre aurait disparu, hein. Et ça, je dois dire, je trouve ces photographies absolument magnifiques, surtout quand cette ombre vient buter sur la réalité de présence féminine, un tout petit peu, comment dirais-je, en état d'offre d'elle-même à travers la mise en pli, à travers le bikini, etc. Et elle avec son chapeau qui apparaît presque en lisière d'eux, hein. Elle vous dit, eh bien, je suppose que rien n'est censé durer pour toujours. Il faut bien faire de la place aux autres gens. C'est la roue, hein. On avance, il faut arriver à la fin. Et puis quelqu'un a la même occasion que nous d'aller jusqu'à la fin, et ainsi de suite. Et regardez ici, c'est assez étonnant, l'autoportrait qui consiste simplement en cette ombre, qui est probablement, je crois, la plus petite, la plus fragile que nous ayons vue, et qui vient buter sur la chaussure très, très mondaine, très raffinée, d'une présence féminine certainement remarquablement élégante. Et peut-être que celle que je ne sais pas, je préfère, je crois, c'est dans dans cet univers urbain qui l'a passionné, qui l'a fasciné, cette station de métro aérien avec les escaliers qui montent, est-ce qu'elle est sur le quai, est-ce qu'elle est… Bon, et vous pouvez là aussi passer sans faire attention, mais il est évident que compte tenu du cadrage de la photographie, c'est elle qui est là-bas, sous le réverbère, sous la forme d'une ombre. Voilà, je suis personnellement très, très fasciné par cette exposition dans tous ses aspects, et je ne saurais trop donc vous la recommander assez rapidement maintenant, puisqu'elle se terminera, comme nous l'avons dit tout à l'heure, pas très tard en janvier 2022. Voilà. Pas de questions pour le moment, Christian. Messieurs, dames, si vous avez des questions, vous pouvez les poser grâce à l'onglet questions-réponses. Nos amis sont partis dîner. Oh non, ils sont bien là, Christian. Bon, bah écoutez, je vous propose de nous arrêter là s'il n'y a pas de Voilà, questions. très bien. Un grand merci, Christian, pour cette belle conférence. Merci à vous, chers amis, et de très belles fêtes de Noël à tout le monde, entourés de l'affection des vôtres, vraiment, et de ceux que vous aimez. Voilà. À bientôt.